bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast, ce premier épisode des podcasts de l'intérim. L'objectif de ces podcasts, il est très simple, c'est de mieux armer les travailleurs intérimaires dans les grandes filières. Et on va commencer avec ce premier podcast avec la filière de la construction. Cette filière utilise beaucoup les intérimaires, mais comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Eh bien, pour répondre à nos questions, nous en parlerons avec Laetitia Gomez, secrétaire générale de la CGT Intérim. Nous aurons aussi, assis sur le canapé à côté d'elle, Raphaël Louvet, qui est intérimaire dans la construction. Et nous aurons aussi un membre de la Fédération CGT de la construction avec Frédéric Maud. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, moi j'aimerais, Laetitia, que vous puissiez nous expliquer comment fonctionne l'intérim. On m'a expliqué rapidement que ça fonctionnait en 3 parties. Effectivement, on a donc l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur du salarié intérimaire, qui lui-même est détaché dans l'entreprise utilisatrice. Alors la particularité, c'est qu'il y a un contrat commercial entre l'entreprise utilisatrice et l'agence de travail temporaire, un contrat de travail entre l'agence de travail temporaire et le salarié intérimaire, et il n'y a aucun lien entre l'entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire, à l'exception en fait que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions de santé et sécurité au travail du salarié intérimaire. Alors, dans le milieu de la construction, comment sont perçus les intérimaires, et c'est à vous que je m'adresse, Raphaël, sont-ils toujours bien accueillis ? Alors, tout dépend des entreprises dans lesquelles les intérimaires sont détachés. Bon, en général, dans les grands groupes, il y a des accueils sécurité qui sont mis en place, mais dans les petites structures, c'est pas toujours le cas, quoi. Et pourquoi dans les petites structures, c'est pas toujours le cas ? Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup dans les petites entreprises, style artisan, quoi, du genre artisan, il n'y a pas... Bon, déjà, les conditions de travail sont pas les mêmes, quoi. Et les règles de sécurité sont pas du tout les mêmes non plus, quoi. C'est-à-dire les règles de sécurité sont pas les mêmes. Je pensais que les règles de sécurité, c'était pour tout le monde pareil, en fait. Logiquement, c'est pour tout le monde pareil. Dans toutes les entreprises, les conditions de travail et les règles de sécurité doivent être respectées, mais dans les petites entreprises, c'est pas toujours le cas. Et vous, Frédéric, vous avez affaire aux intérimaires. Comment ça se passe, l'intégration ? Vous venez d'un grand groupe mondial, du BTP. Ouais. Comment ça se passe quand, dans ce grand groupe, qui n'est pas un artisan pour le coup, des intérimaires arrivent ? Est-ce qu'ils sont bien accueillis ? Tout dépend. Alors oui, je suis salarié chez Vinci, donc il y a une multitude d'établissements, de professions, de filières d'activité, etc. Et ensuite, c'est compliqué de généraliser parce que chaque établissement est une aventure humaine collective différente. C'est une empreinte digitale. On peut faire le même parallèle. Donc selon les endroits, selon les filières d'activité, selon les cultures de territoire. Un Lillois, c'est pas un Marseillais. C'est la Gaule, c'est une pensée. C'est pas voilà. Donc il y a tout ça. En général, quand il y a un syndicat CGT au boulot pertinent, etc., les intérimaires sont accueillis et intégrés dans le collectif de travail. Pas forcément le cas partout. En même temps, on a souvent les mêmes, j'ai envie de dire. Moi, je suis constructeur de route. Il y a quand même une professionnalisation dans nos filières d'activité, et Raphaël, il connaît ça par cœur. Voilà, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Il y a peu de changements. Alors Laetitia, le milieu de la construction est un environnement professionnel très technique. Les intérimaires sont-ils toujours bien formés pour aller justement travailler dans la filière de la construction ? Alors malheureusement, et c'est un des reproches que nous font souvent les entreprises de bâtiment, c'est qu'entre leur demande et la qualification des salariés, quelquefois il y a un gap. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entreprise de travail temporaire, c'est un centre de profit avant tout, et que quelquefois, on a des problématiques avec des salariés intérimaires qui ne sont pas délégués sur leur bon échelon, sur des échelons inférieurs. Parce que ça c'est aussi une règle, sur des postes de manœuvre ou un peu moins qualifiés. Là pour le coup on n'a pas forcément des professionnels, on a des manutentionnaires, on a un petit peu des délégations du tout venant, mais ça vient aussi de la problématique de la formation. Aujourd'hui on forme de moins en moins de professionnels du BTP
Et au final, on se retrouve avec des écueils de délégation et des salariés qui peuvent être un peu perdus et malmenés sur les chantiers pour le coup. Alors vous, Raphaël, qui êtes intérimaire, qui êtes vraiment sur le terrain, est-ce que vous vous sentez bien formé quand vous arrivez sur un chantier ? En général, oui, il y a un accueil, une visite de chantier, l'accueil sécurité, la remise des EPI. Mais toujours pareil, quand c'est dans des groupes... Vous pouvez donner la définition pour ceux qui ne connaîtraient pas... Les équipements de protection individuelle. Et donc vous avez cette remise des EPI, et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, ensuite, il y a un accueil sécurité, on reçoit un livret d'accueil, on fait le tour du chantier et avant la mise en poste, quoi. Mais ça, c'est pour la formation sur le chantier typique, oui. Par exemple, si vous devez... Alors, je ne suis pas un expert de la construction, donc si je dis des âneries, tout de suite, il faudra me le dire. Mais quand vous devez utiliser une certaine machine, je ne sais pas, par exemple, pour poser le goudron ou des choses comme ça, est-ce que là, vous êtes bien formé ou on vous dit, bon, ben voilà, il y a un volant, un bouton, tu te débrouilles ? Comment ça se passe ? Logiquement, avant de conduire une quelconque machine, on doit passer un CACES. Et en plus du CACES, l'entreprise utilisatrice doit délivrer une autorisation de conduite. Parce que bien souvent, ça, l'autorisation de conduite, elle n'est pas délivrée. Comment ça ? Et ça, même si on a le CACES, chaque entreprise utilisatrice, elle doit délivrer une autorisation de conduite pour conduire telle ou telle machine ou même un véhicule de l'entreprise utilisatrice. Parce qu'en cas d'accident, s'il n'y a pas d'autorisation de conduite, ça pourrait se retourner contre le salarié. Et ça se fait systématiquement ou des fois certaines entreprises se disent c'est bon, c'est des lourdeurs administratives, il faut qu'on avance sur le chantier, donc on y va quand même. Les autorisations de conduite ne sont pas toujours faites. Ça peut même arriver en cas d'absence d'un salarié qui conduit habituellement une machine, qu'on demande au salarié intérimaire de la conduire, quoi. Alors qu'il n'est pas forcément habilité pour le faire. Et là, le salarié doit se retirer et ne doit pas le faire, quoi. Mais quand on a intérimaire, c'est pas simple de se retirer aussi, parce qu'on se dit, ça y est, je vais être blacklisté, ça va être compliqué. La difficulté, c'est ça, quoi. Et vous avez déjà été confronté à ce type de problématique ? Moi, j'ai déjà été confronté à ça, notamment, donc j'étais délégué en tant que maçon. Et lors d'intempéries, en fait, donc vu les conditions climatiques, la maçonnerie, c'était plus possible. Donc on m'a dit, on ne peut pas maçonner, par contre on ne vous renvoie pas en intempéries, vous allez donner un coup de main à faire du coffrage ou du ferraillage. Sauf que ce n'est pas les tâches qui sont mentionnées sur le contrat de travail, et en cas d'accident, ça ne marche pas, quoi. Donc là encore une fois, il faut se retirer, quoi. Frédéric, vous avez déjà été mis au courant de ce type de dossier ? Je pense que oui. Comment réagit la CGT par rapport à ça ? Quand vous êtes mis au courant ? Mais c'est le quotidien. Quel est l'intérêt ? Laetitia le dit très bien, c'est avant tout l'entreprise intérimaire, c'est avant tout un centre de profit. Elle le dit très bien. Pourquoi former des salariés, quelque métier que ce soit d'ailleurs, et avoir un coût direct et à 100%, alors que son marché, c'est de la location d'humains avec un renouvellement permanent et une multitude de profils. Qu'est-ce que je vais aller mettre du pognon là-dedans ? C'est pas on n'est pas sur de l'emploi pérenne. On est sur de la très courte vue. Dont je suis salarié, les entreprises utilisatrices méprisent les entreprises intérimaires parce que ils sont mis de la sécurité et de la prévention. Alors, on en a plein autour du ventre, hein, mais bon, il n'y a rien changé. Il y a autant de casses et autant de sinistralité. Il y a beaucoup de joueuses de flûte, ça, voilà, sur la sécurité sur les chantiers. Mais moi, je suis patron d'une boîte d'intérim. Enfin, quel intérêt d'aller mettre du fric sur la formation de quelqu'un de toute façon qui ne va pas rester, etc., et où j'ai un renouvellement permanent ? Aucun intérêt, financièrement. Et c'est quand même ça qui dirige la plupart des entreprises. Et pourquoi les entreprises de BTP n'hésitent pas à lancer des chantiers si le personnel qu'ils utilisent, qu'ils soient intérimaires ou permanents, mais là, puisqu'on est sur les intérimaires, on va rester sur les intérimaires, pourquoi est-ce qu'ils n'hésitent pas à lancer ce type de chantier avec du personnel qui est mal ou peu formé ? Alors, d'abord, ça ne veut pas dire qu'ils sont peu ou mal formés. Enfin, Raphaël est maçon, il connaît son boulot. Et puis c'est venu avec les années, et puis peut-être avec... on a aussi des copains intérimaires qui arrivent, qui étaient déjà salariés avant, dans des entreprises de la même filière, etc. Donc pour beaucoup, ils connaissent le boulot. Ensuite, les parcours de vie et les parcours pro ont fait que... donc ils connaissent, la plupart savent. Mais c'est vrai qu'il y a tout un volet
manœuvre. Tu disais tout venant, bon, nous quand on parle du tout venant c'est du caillou, donc. mais pour les manœuvres, bon, eux, il n'y a pas forcément besoin d'une plus-value de formation, et puis de toute façon, ils vont apprendre aussi, comme nous, nos générations, on a eu, c'est-à-dire qu'on va apprendre sur le tas. Le souci qu'on a, parce que, on a un petit livret, on fait le tour de chantier, bon, d'abord, moi, la plupart du temps, le tour de chantier, il se fait en footing, il n'y a rien le temps de voir, et puis personne n'a le temps de le faire. On a un souci d'accueil. Que ce soit pour des apprentis, des intérimaires, enfin tout ce qui est nouvel arrivant, des reconversions, etc. On a un souci d'accueil. Il vient d'où ce souci ? Il vient d'où ? C'est-à-dire que, à titre d'exemple, moi quand je suis rentré à 19 ans dans les travaux publics, j'ai été accroché à un salarié expérimenté pendant 3 ans, ne serait-ce que pour se déplacer d'un point A à un point B dans un environnement où il y a de la manutention lourde, des engins et des machines en mouvement, souvent, alors c'est dangereux, souvent insalubre, etc. Mais ne serait-ce que pour avoir ce réflexe d'adaptation permanent qui arrive avec le temps à s'inscrire. Il faut, c'est pas livré, c'est pas une vidéo à la con pendant 2 secondes qui va faire le boulot. C'est d'être avec quelqu'un d'expérimenté qui a les bons réflexes de vigie. Et c'est valable pour les intérimaires. Et ça, il n'y a plus. Le reporting, parce que le reporting. Ça fonctionnait avant, pourquoi ils ont arrêté ? Parce que le reporting et le tableau Excel s'est imposé au détriment du bon sens. C'est ça qui s'est passé. Et nous faisons partie de cette génération-là où l'entrepreneuriat s'est fait balayer par la financiarisation et aujourd'hui où on a du n'importe quoi, notamment avec le précariat, dont des réflexes où le chantier paraît trop dangereux, on va prendre de l'intérim, davantage. Parce que ça ne sera pas dans nos indicateurs. Sur la sinistralité, je parle. Et ça, c'est de la volonté, et c'est des calculs, et c'est de la stratégie. Et je veux bien être allé en diffamation là-dessus. J'en ai gros comme ça, sur des dossiers comme ça, avec les chantiers, ce sera nominatif, aucun problème. On va revenir sur la formation. Est-ce que... Jérémy, avant ta question, je voulais quand même préciser mon propos, parce que il faut bien comprendre que les salariés permanents des agences qui délèguent les salariés intérimaires, bien souvent, ils n'ont pas le temps d'aller faire une visite de poste. Donc ils ne connaissent pas le métier qu'ils délèguent, ou mal, ou en tous les cas pas le poste précis. Et que la personne de l'entreprise utilisatrice qui fait la demande de personnel intérimaire, c'est pas le chef d'équipe, c'est quelqu'un qui est au bureau qui elle-même quelquefois, cette personne ne connaît pas le métier. Et donc du coup, on se retrouve avec une demande. La règle aussi, c'est l'entreprise utilisatrice demande à 1, 2, 3, 4 de ses prestataires et c'est le premier qui dégaine qui a le poste. Et donc au final, le salarié permanent, il est obligé d'aller vite, il est obligé d'aller un peu dans le flou et au final, il fait comme il peut, très clairement, avec de la bonne volonté et quelquefois, ça tape à côté. Parce que du coup, le salarié lui-même ne sait finalement pas, quand il arrive, il est à tâtons, parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Et là, il découvre le poste quelquefois au moment du chantier et il se dit « Oh punaise, c'est pas ce qu'on m'avait dit ». Et le chef d'équipe, il se dit « Ah bah, c'est pas ce que j'ai demandé ». Et donc là, on se retrouve en difficulté. Et tout le monde est en difficulté. Ça arrive souvent, ça. Et comment ça se passe dans ce cas-là, alors ? Soit le salarié intérimaire s'adapte et arrive quand même à faire ce qu'on lui demande, ou alors il est renvoyé, quoi. Et dans ce cas-là, il est payé quand même, c'est assez étonnant. C'est comme dirait Fred, chaque agence de travail temporaire, au-delà du groupe auquel il est rattaché, a sa propre main, mais quelquefois non, c'est pour toi en fait. Et quelquefois, le salarié intérimaire peut aussi être accusé par l'un ou par l'autre partie, l'entreprise utilisatrice ou l'agence de travail temporaire, de ne pas avoir fait preuve de volonté de travail. Et ça arrive à ce qu'on doive le défendre parce que il s'est déplacé pour rien finalement, mais c'est pas de sa faute. Quand il est mal aiguillé, c'est aussi compliqué, notamment sur le port de charges lourdes. Ça peut amener quelques difficultés qui s'accompagnent ensuite de difficultés relationnelles entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Je voudrais revenir sur la formation. Oui. Les intérimaires, qui leur payent leur formation ? Est-ce qu'ils savent tous qu'ils peuvent prétendre ou qu'ils ont le droit à de la formation ? Alors,
est-ce qu'ils savent, s'ils sont allés se renseigner par eux-mêmes, je serais tentée de te dire qu'ils vont savoir. Est-ce que l'enseigne de travail temporaire va leur dire uniquement quand elle en aura besoin ? Par contre, il faut savoir aussi que aujourd'hui, le patronat de l'intérim sait très bien utiliser le CPF, le compte professionnel de formation qui est individuel attaché aux salariés. Par contre, ils savent bien l'absorber pour justement se dédouaner de payer eux-mêmes la formation des salariés intérimaires. Et pour en revenir à ta question, en fait, ils ne forment uniquement qu'en fonction de leurs besoins. Si le salarié a une envie de formation, si l'enseigne de travail temporaire en a pas besoin tout de suite, il sera pas formé. Il devra trouver l'employeur pour le former. Donc, oui, il y a des formations, mais uniquement quand elles amènent du business. Raphaël, vous avez déjà suivi des formations grâce à des sociétés d'intérim ? Oui, moi j'ai déjà suivi des formations, notamment formation CACES. Par contre, j'ai déjà été confronté à un problème de renouvellement de CACES nacelle notamment. J'étais en mission. J'étais délégué en mission, j'étais en poste sur lequel il n'y avait pas besoin de la nacelle et mon CACES arrivait à échéance. Et quand j'ai demandé à l'agence, quand j'ai prévenu l'agence en amont en disant voilà, mon CACES arrive à échéance, il faut penser à le renouveler, on m'a dit non, pour l'instant il n'y a pas besoin. Et Laetitia, qu'est-ce qu'il peut faire Raphaël dans ce cas-là ? Pas grand-chose. Il y a peu de recours parce que l'entreprise de travail temporaire, comme ce sont ses budgets, elle fait comme elle veut. Alors après, malheureusement, le salarié peut financer lui-même son CACES nacelle par le biais du CPF au détriment d'autres formations. Mais par contre, les formations réglementaires, le Code du travail, il est clair. Elles sont à la charge de l'employeur. Ce n'est pas au salarié de payer une formation dont il a besoin dans le cadre de son travail. Il faudrait peut-être prévoir une version illustrée du Code du travail qui peut être plus facilement accessible pour les employeurs, on ne sait jamais. Ou peut-être leur relivrer la version du Code du travail et la lire avec eux dans certains cas, pour être sûr qu'ils ont bien compris. Et vous, Raphaël, dans ce cas-là, comment vous avez fait alors pour renouveler ce CACES nacelle ? J'ai attendu d'avoir une mission en fait où ils allaient avoir besoin d'un conducteur nacelle et là on m'a refait passer mon CACES. Donc ça correspond à ce que disait Laetitia, ils ne forment que quand ils ont besoin en fait. Voilà, mais au final, au lieu d'un recyclage qui dure à la base une journée, j'ai dû repasser le CACES complet sur 3 jours. À votre charge ? Non. Charge agence. Bon. Mais c'est des économies, ça n'a pas de sens, quoi, c'est ridicule. Que de faire le renouvellement en temps en heure, une journée, on attend et on refait passer un CACES complet sur 3 jours. Sur les chantiers, il existe une carte professionnelle pour travailler. Ouais. Les intérims, est-ce qu'ils y ont droit à cette carte professionnelle ? Est-ce que c'est obligatoire ? Oui, c'est obligatoire. Moi, le réglementaire m'amuse en France. T'as juste à comparer les moyens mis en place pour le respect du Code du travail et les moyens mis en place pour le respect du Code de la route. Et ça y est, on maîtrise notre environnement. Moi, le réglementaire m'amuse. Il n'y a aucune condamnation. On a 160 dossiers au pénal pour mort au travail. La vie d'un ouvrier, c'est 10 000 balles. S'il est arabe, c'est 5 000. S'il est intérimaire, c'est 300 €. À un moment, j'exagère, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Et on est sur des morts au travail. Donc c'est ça, quoi, et au pénal. Donc c'est ça la réalité. Donc moi, le réglementaire, m'assoit dessus, ça joue de la flûte à longueur de temps. Par contre, des schtroumpfs sur les ronds-points, ça, on en a des wagons. Ça fait moins de morts, je suis d'accord. Sauf qu'on est quand même on est en train de rattraper aussi le nombre de victimes de la route, quoi, dans un silence assourdissant. Non, il y a beaucoup de fumisterie. La formation, c'est un coup, ça les intéresse pas. Encore une fois, on était sur et puis le précariat, c'est pas l'objectif de ceux qui dirigent le précariat. Parce qu'on a les intérimaires, on a les Uber, on a toute cette population-là. Ça fait aussi descendre le nombre d'accidents, parce que du coup, il n'y a pas de déclaration, il y a beaucoup de sous-déclarations avec la multitude des statuts salariés. Encore une fois, ça ne figure pas dans les indicateurs des entreprises utilisatrices. Alors là, on a fait, c'est 50-50% la responsabilité judiciaire de l'accident au travail. 50-50. Mais j'y mets, c'est 100% pour l'entreprise utilisatrice. L'intérimaire ne se blesse pas quand il va dans son agence d'intérim, il se blesse sur le chantier dont vous avez la responsabilité pleine et entière. Donc c'est 100% pour la boîte. Sauf que ce qui les embête, c'est que c'est si c'est 100% pour eux, ça figurera dans leur reporting. C'est le gang des chaussures pointues là, qui servent à rien là. Et c'est ça qu'ils veulent pas. C'est que ça figure dans leur retour et leur tableau Excel.
Mais en attendant, on met en danger, on condamne des gens à prendre des risques incroyables. Et puis il l'a dit très bien, t'es sur la mission. Si tu joues, ah non mais là c'est chaud, je peux pas y aller, je vais me tuer quoi. C'est fin de mission quoi. On en prendra un autre demain qui ira. Parce que pour un peu que les gars soient pendus financièrement chez lui ou quoi que ce soit, il ira le gars. Il ira le gars. Tu vois, on en est là, dans ce pays en France, aujourd'hui. Non, mais je l'ai vomi, c'est pas possible. On voit des situations sur des chantiers, des gamins qui ont 3 jours de boîte, ils sont à 24 mètres de haut, tout seuls. Bien sûr qu'ils tombent, bien sûr qu'ils meurent. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en tape. Y compris les politiques. Et les patronats, rien à carrer. Eux, du moment que ça rentre, ça suffit. Et que peuvent faire les intérimaires justement pour essayer de corriger cette situation? Adhérer à la CGT, ça va pas mal déjà. Mais en adhérant après à la CGT, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus? Parce que c'est vraiment pas simple ce statut d'intérimaire pour le coup. Alors non, c'est pas simple, mais en même temps, si le salarié intérimaire et le salarié intérimaire s'organisent pas, qu'il n'y ait pas un rapport de force, ça marchera pas en fait. Parce que ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'il y a des salariés disponibles, il y a des salariés qui sont prêts à être exploités, parce que les entreprises utilisatrices ont choisi de ne plus mettre en CDI. Parce que quand tu es en CDI, tu es un peu plus fort. Je dis pas que c'est mieux, mais tu es plus fort en tous les cas pour faire valoir tes droits et dire au patron, là c'est dangereux, moi j'y vais pas. Et bien souvent, quand les salariés de l'entreprise utilisatrice disent moi j'y vais pas, te casse pas, moi je prends un intérimaire. C'est pas le problème. Mais la carte BTP par exemple, pour en revenir à cette fameuse carte BTP, c'est pas grave. Le salarié intérimaire, il doit l'avoir. Sauf que la carte BTP, il y a le nom du salarié intérimaire, mais il y a son enseigne de travail temporaire. Et donc du coup, elle appartient à l'enseigne de travail temporaire. Et bien souvent, l'entreprise utilisatrice, elle dit est-ce que tu as ta carte BTP? Et elle la demande à l'agence, mais l'agence, elle ne la remet pas au salarié intérimaire. Bien souvent, il faisait ça aussi avec le CACES au début. Le salarié intérimaire, il avait obtenu son CACES, mais l'agence ne lui donnait pas. Pas parce que les permanents de l'agence, c'est des gens pas bien, hein, parce que la direction elle leur disait vous leur remettez pas, il est obligé de rester. Comme ça, vous le tenez. Vous le tenez, il reste là parce que si il n'a pas son CACES dans la main, il ne peut pas aller ailleurs dans une autre enseigne. Mais l'inspection du travail là-dedans, ils doivent être au courant de ce genre de pratique? Est-ce qu'ils interviennent parfois? L'inspection du travail, c'est comme partout, elle est attaquée. Il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail. Bientôt, on va leur dire vous y allez, mais alors surtout, vous ne dressez pas de PV, hein, parce qu'il ne faudrait quand même pas embêter les employeurs. Et il y a des employeurs qui, aujourd'hui, attaquent à titre individuel les inspecteurs du travail qui peuvent aussi avoir la hiérarchie qui se retourne contre eux alors qu'ils n'ont fait que leur travail. Donc aujourd'hui aussi, dans les Driettes, il y a un phénomène de peur de l'inspecteur du travail, de se faire agresser par un patron quand il arrive, et de se dire, si je fais un PV, peut-être que je vais être lourdé. Et donc on est dans un climat de violence permanente, tout ça détenu par le capital. Exactement. Sur les chantiers, est-ce que les travailleurs permanents sont au courant de la situation des intérimaires? Est-ce qu'ils les soutiennent? Est-ce qu'eux, ils peuvent aussi être solidaires avec eux? Comment ça se passe? Oui, si. On a aussi de belles histoires. Bon, il n'y a pas que des belles histoires, mais on a aussi de belles histoires. Nous, on a eu plutôt des copains, un peu moins de copines, parce que le BTP, c'est 0,4% en production. Donc c'est un épiphénomène, mais on a eu des copains intérimaires où on menaçait à la mission, mais en fait on était tellement, enfin ils faisaient partie de l'équipe et du collectif travail, donc tu touches pas la famille, sinon on te vaporise quoi. Enfin t'as beau être chef, conducteur de travaux, ce que tu veux, on s'en fout. En tout cas ceux qui bossent, qui ont de la merde jusqu'au ventre et de la mort plein de pif dans la tranchée, c'est nous, c'est pas toi, t'es pas dans notre monde. Donc là c'est la famille, tu touches pas, ça arrive. À notre goût, à nous, CGT, ça devrait être beaucoup plus étendu que ça, d'autant que ça tirerait tout le monde vers le haut. Est-ce que les permanents, ils n'ont pas peur que les intérimaires leur prennent leur travail, puisque, on va se le dire, ils sont plus corvéables, beaucoup plus flexibles, et presque des esclaves avec un salaire au bout? Il y a plusieurs phénomènes. Bon, déjà, on propose, nous, souvent, quand le syndicat il tourne, on propose souvent aux copains de dire il y a de l'embauche en ce moment, il y a du boulot, profites-en. C'est souvent non.
parce que me sens plus libre, etc., etc. Ok, why not? Mais néanmoins, les rapports restent pros et plutôt amicaux. Enfin, moi, de ce que je fréquente souvent, c'est plutôt ça. Parce qu'il y a la proximité tous les jours. Et puis sur un chantier, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Soit sur un port de charge lourde, soit sur un prêt d'outils, soit sur un tas de choses. Et ensuite, le statut, qu'il soit CDI, intérimaire ou que sais-je, il a aucune importance en fait. C'est qu'à un moment donné, on est encore une fois dans un environnement difficile, plutôt rustique, avec pas mal d'agressions et confronté à plein de risques. Sur la carte d'identité, je reviens sur la carte d'identité bancaire, ça a été créé contre le travail clandestin. C'est totalement inefficace. Parce que je me souviens d'un procès en Bretagne avec une filière de traite humaine turque, et les chefs de chantier, quand ils étaient interrogés devant la présidente du tribunal, ils disent mais moi j'ai regardé les cartes, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un turc qu'à un autre turc. Donc, et puis c'est pas mon boulot. C'est-à-dire que les encadrants, parce que ce qu'on leur imposait, c'était que les encadrants vérifient les identités avec la carte d'identité. Les encadrants de chantier ont refusé. C'est pas notre taf. C'est un boulot de flic. Ils sont pas assermentés. C'est un boulot de flic. On n'est pas flic. Et d'ailleurs, la police appelle ça les look-alike, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. On peut. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout quand c'est les mêmes familles, les mêmes filières, etc. Et les encadrants ont dit nous, on veut pas prendre cette responsabilité-là, parce que s'il y a un décès ou quoi, on n'est pas payé pour ça. C'est pas notre boulot. Donc la carte, c'est juste encore une fois, un truc ministériel, un peu de flûte, et ils pensent avoir bossé, faire avancer les choses. Ils ont rien fait. Et ils ont rien fait depuis 40 ans. Un peu sur le même sujet, juste pour finir, nous dans les agences, il y a eu une époque où on avait des détecteurs de faux papiers dans les agences, et quand un salarié muni d'un titre de séjour venait dans les agences, c'était au salarié permanent de vérifier que le titre était bon. Mais on n'était pas assermenté. Donc on a encore dans les placards des agences tout un tas de détecteurs de faux papiers, sans formation bien sûr, parce que sinon ce serait trop bien, on avait un guide pour détecter les faux papiers. Mais on n'est personne, nous, dans les agences, pour dire à quelqu'un qui vient, t'as pas un vrai papier ou c'est pas la préfecture qui te l'a donné. Donc on a plein d'appareils comme ça qui pourrissent dans les agences. Mais oui, c'était aussi un moyen de dire ah bah tiens, en fait, promotion, t'es flic, tu bosses à la préfecture maintenant. Non. Avec le turnover qu'il y a souvent sur les chantiers, est-ce que ça joue aussi sur la sécurité, que ça soit des permanents, mais aussi des intérimaires, Raphaël? Ah oui, le fait que ça tourne beaucoup, ça a un impact sur la sécurité, puisque ils prennent pas le temps en fait d'accueillir et de former les salariés comme ils devraient faire. Donc le fait que ça tourne beaucoup, ils prennent encore moins le temps de les former, quoi. Et comment ça se passe la communication sur un chantier où ça peut être bruyant, il peut y avoir tout un tas de nationalités différentes? Comment ça se passe la communication si en plus, en tant qu'intérimaire, vous venez 2-3 jours, qu'ensuite vous repartez pendant une semaine, que vous n'êtes pas régulièrement sur le chantier? C'est vachement compliqué, quoi. Surtout, alors aussi, c'est déjà arrivé plusieurs fois ça, qu'il y ait plusieurs chefs sur le même chantier. Alors ça c'est voilà, ça c'est le pompon. Et ça, il y a un chef qui te dit blanc, tu commences à faire, et puis l'autre chef passe derrière, il te dit tout le contraire, quoi. Puis au final tu passes pour un con. D'ailleurs, quand on arrive sur un chantier, qu'on est intérimaire mais qu'on a déjà de la bouteille et qu'on a déjà de l'expérience, qu'on arrive sur le chantier, puis que là c'est un petit jeune avec un peu moins d'expérience, un petit jeune ou quelqu'un de moins expérimenté, en tout cas moins bien formé, qui est votre chef. Comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que c'est simple de se faire diriger par quelqu'un de moins expérimenté? Moi ça me pose pas problème. Franchement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tomber avec des chefs de chantier jeunes, même des conducteurs de travaux très jeunes. J'ai jamais eu de problème avec ça. Ah ben non, s'il n'est pas éduqué, s'il a oublié tout ce que sa maman lui a appris, moi je lui réinculque le respect des anciens. Ah non. Moi mon chef d'établissement, j'ai plus d'ancienneté dans la boîte qu'il n'a d'âge. Il moule, il fait le canard, il est hors de question. Attends, je pourrais être son père, tu fais ton boulot, je vais faire le mien, mais tu me marches pas sur les croquenots, quoi. T'es dans la construction, t'es pas... C'est pas un environnement bureau. C'est un environnement, il est comme il est. Moi j'adorais mon métier avant que le patron qui m'embauche me foute militant à la CGT, parce que j'ai pris ça comme une punition au départ, mais moi j'adorais mon taf. Il est comme il est, mais bon, en général t'es plutôt avec des potes, il y a une bonne ambiance, on boit des coups, ça va quoi, on bosse quoi. Et
Et oui, puis maintenant ils arrivent tous là avec leur petit machin, leur petit nœud pape et tout là, mais bon, on s'en fout quoi. Donc fais le tien. Ton boulot, toi, c'est que toutes les familles dont tu as la charge mangent. Et on t'interdit par tes éventuelles incompétences à louper des marchés pour que nous on ne bouffe plus. C'est pas une demande, c'est une information. Donc on est 100, vous êtes 5, on peut faire un rugby, mais vous allez paumer. Enfin, à un moment donné, il faut y aller quoi. Si tu laisses faire, ils font des conneries, tu perds les marchés, tu fermes la boîte. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est quand un syndicaliste apprend à la télévision que sa boîte va fermer. Mais qu'est-ce que t'as foutu avant, quoi? Qu'est-ce que t'as foutu avant? Voilà. Et Frédéric, ce genre de discours, c'est entre guillemets simple à avoir quand on est permanent, quand on a son CDI, mais quand on est intérimaire, on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais quand on est intérimaire, des fois, il faut savoir faire profil bas. Mais évidemment qu'ils partent... mais c'est là, on peut généraliser sur le précariat. Ils sont tenus à la mission, ils sont tenus, ce qui signifie manger à la fin du mois. Donc quand tu es tenu comme ça, forcément. Mais c'est pour ça, nous, je sais que dans notre fédération, c'est les messages qu'on envoie et qui sont plutôt suivis. C'est que le syndicat de la CGT dans l'entreprise du BTP, quel que soit le statut du salarié qui arrive, apprenti, intérimaire, tout ce qu'on veut, il est aussi à votre charge. Et il compte tout autant qu'un autre CDI. Tout autant. C'est pas parce qu'il vote pas aux élections qu'il n'a pas de valeur. On s'en fout. On a un collectif, c'est la famille des constructeurs, il faut maintenir ça. Et fuck l'école blanc, quoi. On s'en fout, quoi, de ce qu'ils pensent. On s'en tape de leur colonne recettes dépenses. Faut qu'ils trouvent du boulot, faut que tout le monde travaille et que tout le monde mange. Point. Ça s'arrête là. Et qu'on soit solidaire. Ce qui nous manque peut-être dans la période où on baisse peut-être en solidarité dans des métiers, on n'est pas les seuls, mais on fait partie des métiers difficiles, on n'est pas les seuls, la métallurgie, il y a les marins, je suis breton, on connaît un peu les copains, il y a des métiers compliqués, et c'est peut-être là où, ce qu'on avait auparavant, les métiers les plus difficiles, il y avait beaucoup de solidarité. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles générations, alors c'est pas qu'il n'y en a plus, mais ça se distend petit à petit. Il y en a encore, c'est pas, je veux pas noircir plus que ça n'est, mais ça se distend davantage. Et là, nous, on les alerte au niveau des plus jeunes. C'est-à-dire que nous, quand on va partir, les gars, ne comptez pas sur le capital ou le patronat pour vous donner du salaire. Moi, mon PDG, il me l'a dit, le salaire, la balle est dans votre camp. Nous respecterons le rapport de force, mais c'est pas à nous de vous le donner. C'est pas la tradition française. La tradition française, elle est posée, tu l'as très bien dit, sur le rapport de force. C'est pas nous qui l'avons imposé ça, c'est depuis la Révolution, et même avant. Donc c'est le rapport de force. Et pour le rapport de force, faut adhérer à la CGT, s'organiser. C'est quoi l'échelle des priorités? C'est l'amour de son chef de chantier ou de ramener de quoi manger à la maison? Il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions. Et pour le coup, pour les salariés intérimaires, l'avantage, c'est que nous, à la CGT Intérim, on travaille avec les fédérations en lien étroit. C'est un gros avantage de notre syndicat qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais un salarié intérimaire, quand il est en difficulté, que la CGT de l'entreprise utilisatrice vient avec la CGT Intérim et le territoire, le patron, il est serré, il est cerné. Nous, nos patrons, ils se disent « Oh punaise !» ils voient les dollars là qui défilent sous leurs yeux, ils se disent c'est fini, ils vont sortir du chantier. Mais c'est difficile parce que c'est à chaque endroit où il y a des salariés intérimaires, mais on le fait ensemble, et c'est comme ça qu'on arrive à sécuriser un salarié intérimaire qui rencontre une problématique sur le sujet. Parce que quand il y en a un qui rencontre la problématique, c'est des dizaines. On a rarement un seul salarié intérimaire sur un chantier, ou alors il vient avec un artisan. Mais quelquefois, on a des équipes complètes où on a un chef d'équipe et il a peut-être plus d'intérimaires que de salariés permanents. Oui, c'est fréquent. Donc quand il y en a un qui a un problème, les autres ont le même problème. Donc la peur, elle existe et elle est là. C'est à la CGT de lever cette peur et de s'organiser. Nous, on est un outil d'organisation des travailleurs. Sans travailleurs, on ne fait rien. Et donc les salariés intérimaires, il y a la CGT Intérim. Ils peuvent et ils doivent, quand vous rentrez dans une entreprise, il faut aller voir la CGT du site. C'est votre premier contact. Et ensuite, organisez-vous à la CGT Intérim sur votre statut intérimaire. Et quand vous décrochez votre CDI, vous intégrez la CGT de l'entreprise utilisatrice. C'est comme ça qu'on se défend sur son lieu de travail aujourd'hui. Alors ça, on peut se dire que ça peut être un joli discours tenu par des syndicalistes qui, évidemment, défendent leur crèmerie. Jusque-là, on est d'accord. Mais pourtant, il y a un exemple assez précis.
Il y a un exemple assez précis qui prouve que quand les syndicats s'investissent dans le suivi des chantiers, ça se passe globalement pas trop mal. Je dis pas bien, mais pas trop mal. C'est l'exemple des Jeux Olympiques. Voilà, Les Jeux Olympiques, les syndicats ont fait une grosse pression pour que la sécurité soit la plus efficace possible. Résultat, 0 mort. 0 mort. Ouais. Mais il a fallu le carnage de la Coupe du Monde du Qatar. Sans le carnage de la Coupe du Monde du Qatar, sur un chantier, 30 000 interventions, 3 ans de travaux, on est entre 7 et 10 morts. C'est à peu près le format. Alors, 6 000 morts. Nous, on a recensé pas loin de 10 000 morts au Qatar pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les millionnaires qui jouent au ballon ont joué sur un charnier. Voilà, on va se le dire. Qatar, pays des droits de l'homme, bien sûr. Et donc, derrière, Paris ne pouvait pas organiser les Jeux Olympiques après un tel scandale, quoi. Voilà, c'est ça qui a motivé. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'exemple des Jeux Olympiques pourrait être transposable sur la majorité des chantiers en France ? C'est fait. On a recensé, alors moi je dis 7, bon, a priori c'est 6, moi je dis 7. J'ai 7 victimes sur les chantiers du Grand Paris. La CGT, parce qu'on va dire les choses, la CGT a fait limiter la sous-traitance à 2 niveaux sur le Grand Paris. Il n'y a plus de morts depuis. Donc nous avons sauvé des vies, donc il y a des réussites aussi. Aujourd'hui, on est en train de voir sur un gros ouvrage sur Cherbourg, notre fédération y est pleinement impliquée et c'est bien la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre des Jeux Olympiques qui font appel à nous pour refaire la même chose. Enfin, ce qu'on tente de faire, c'est que ça devienne la règle. C'est compliqué, mais petit à petit, on avance sur le sujet. Sur des gros chantiers, c'est peut-être c'est plus visible. En fait, la problématique pour le capital, c'est on va faire, mais par contre, il faut que ce soit visible pour qu'on soit félicité. Nous, par exemple, dans notre branche, puisque c'est souvent des sujets de branche, on fait tout un tas d'accords. Alors, quand tu les lis, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand tu le transposes au réel, c'est que de prunes parce que finalement, ça marche pas. Ou alors, on l'a écrit, mais alors par contre, en termes d'application, c'est un peu comme la loi, tu sors un texte, après, sur l'application, on va attendre, et tu te retrouves avec des accords signés en 2017, qui en 2026 sont toujours pas partiellement appliqués, parce que non, mais c'est bon, on a signé, on va le faire. Et donc, on a montré au ministre du Travail que ça y est, regardez, on a pris le sujet. Par exemple, la discrimination, on a pris le sujet. Pour autant, aujourd'hui, le recrutement sur des critères de discrimination, ça existe encore. Et notamment les patrons du BTP, qui font des demandes, quelquefois, qui ne sont pas acceptables. On va laisser le mot de la fin à Raphaël. Raphaël, pour l'instant, vous êtes intérimaire. Est-ce que votre objectif, c'est de rester intérimaire ? On peut être très heureux en tant qu'intérimaire, ou c'est d'intégrer une entreprise en tant que permanent ? Donc, moi, je suis intérimaire dans la construction depuis plus de 20 ans. Si je pouvais trouver un CDI dans une grosse entreprise et trouver ma place, oui. Parce que alors, en tant qu'intérimaire, faut toujours se remettre en question, faut toujours plus ou moins, on va dire, pas tout accepter, mais plus ou moins, voilà, quoi, pas trop... Manger des couleuvres. Voilà. Et l'incertitude. Et l'incertitude, et puis aussi beaucoup l'égalité de traitement, ça c'est un gros problème aussi, quoi. C'est toujours mieux de payer moins cher un salarié qui a le même niveau qu'un salarié en CDI. Tu peux pas le faire sur un salarié en CDI. Un intérimaire, tu lui dis tu prends la mission, tu bouffes pas, quoi. L'intérimaire, il est payé à la grille du bâtiment, alors que les grilles internes dans les entreprises sont souvent plus avantageuses, parce que tous les ans, dans la majeure partie des entreprises, il y a les négociations annuelles avec des revalorisations de salaire, des primes quelconques, et tout ça, les salariés intérimaires sont lésés là-dessus, quoi. On va s'échanger nos téléphones. Ouais, encore une fois, là, il y a la nouvelle grille qui est applicable depuis le 1er janvier 2026, normalement. Et ADECO, ils ne l'appliquent toujours pas. Pour les intérimaires, elle n'est toujours pas appliquée. Ils prennent le prétexte que ce n'est pas encore paru au journal officiel. C'est parce que vous êtes interprofessionnel. Donc on est encore payé sur le taux horaire de 2025. Alors que la nouvelle grille de salaire est applicable depuis janvier 2026.
Bon, on l'aura compris, tout le monde a encore du boulot, que ce soit pour Laetitia Gomez de la CGT Intérim, vous, Raphaël Louvet, pour travailler en tant qu'intérimaire, qui est vraiment pas évident, et vous et Frédéric Mau pour la Fédé de la construction. Bien, merci à tous d'avoir suivi ce podcast, ce premier épisode du podcast de l'intérim, et à très bientôt.